Bonsoir à tous, je suis un peu en pays de mission si je comprends bien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de géographes. S'il y en a Ah, une géographe, bon ça va, deux géographes, trois géographes, formidable. Bon, et puis les historiens, on va essayer de les intéresser à la géographie. Et, ils sont intéressés. Pardon? Ils sont intéressés. C'est vrai? Formidable. Bien. Oui, non, avec le vin, on arrive on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Si je vous avais fait une géographie de l'eau, c'est moins drôle. Bien, alors vous avez bien entendu tous une grande culture sur l'histoire du vignoble français, parce que ça fait partie des choses qui sont assez volontiers enseignées, même par les géographes, qui ont toujours eu de l'intérêt pour le vin pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on fait du terrain, et que quand on fait du terrain, on a faim et on a soif, et qu'il y a des soirées un peu longues, donc les géographes ont toujours eu la réputation, comme dans d'autres disciplines, comme les géologues du côté des sciences ou les archéologues dans nos disciplines, qui font du terrain, de passer des soirées agréables et bien arrosées. Donc il y a toujours eu un grand intérêt pour le vin, ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que pendant longtemps, le commentaire de carte a joué un très grand rôle dans les études de géographie. C'était la carte au 25 millième, au 50 millième, en hachure d'abord, après en courbe de niveau. Mais comme vous le savez, les cartes ont été faites par des militaires à l'origine, ont été faites par l'Institut géographique national qui longtemps a été rattaché au ministère de la Défense, c'est plus le cas maintenant. Mais les cartes étaient faites pour que les militaires puissent faire la guerre. Et par conséquent, ce qu'on représentait sur les cartes était ce qui pouvait rendre service aux militaires. Et donc le fait qu'on cultive du blé ou de la betterave à sucre n'intéressait pas vraiment les militaires. En revanche, qu'il y ait une forêt, qu'il y ait des vergers ou qu'il y ait des vignes, ça intéresse les militaires, parce que quand vous avez à faire passer une armée à cheval ou même avec des véhicules automobiles, quand il y a des vignes, vous ne passez pas. Donc vous êtes obligé de connaître les chemins, ce qui fait que les vignes étaient et sont encore pratiquement la seule culture représentée sur les cartes dites d'état-major. Et alors aujourd'hui c'est avec des petits points verts, et donc c'est la raison pour laquelle aussi, pour ceux qui ont passé même une agrégation d'histoire ou un CAPES d'histoire-géographie avec un commentaire de carte, on était bien content quand il y avait des vignobles, parce qu'on pouvait au moins parler, tiens, là il y a des vignes, et pourquoi il y a des vignes ici? Moi j'ai été au jury de l'agrégation d'histoire, j'ai ennuyé et piégé des quantités de candidats, c'était le but de l'opération, hein, de noter entre 0,25 sur 20 et 19,75, parce que si on n'étale pas les notes, la géographie ne compte pas, évidemment, donc il faut étaler les notes de 0,25 à 19,75 de façon à ce que ceux qui obtiennent l'agrégation l'obtiennent grâce à la géographie. Mais en tout cas, donc, et c'est vrai, toujours, bah oui, dans un concours, si on veut peser, c'est ce qu'il faut faire. Donc j'ai toujours posé beaucoup de questions, et mes collègues aussi, sur les vignobles, même quand il y avait un tout petit carré de vigne, quelque part, je sais pas, je pense au vignoble de Marcillac, qui est quand même pas grand, ici, là, dans le sud de l'Auvergne. En général, les étudiants calent. Qu'est-ce que c'est que ce vignoble? Parce que c'est pas marqué, l'appellation, en général, sur la carte. Bref, donc, la localisation des vignes est quelque chose qui a beaucoup intéressé les géographes. Et moi, j'avais découvert, j'ai toujours bu du vin depuis ma tendre enfance, d'abord en rosissant de l'eau, ensuite le boudoir trempé dans le vin pur le dimanche, la goutte de champagne, on servait moins de champagne quand j'étais petit que maintenant, mais enfin la goutte de champagne les jours de fête, et puis petit à petit le vin devenant de plus en plus important en proportion dans le verre d'eau, jusqu'au vin pur vers l'âge de 15-16 ans, et jusqu'aux vendanges, que j'ai faite l'année où j'ai passé le bac. En 66, j'ai fait les vendanges. C'était bon, on avait des amis en Bourgogne, donc je suis allé faire les vendanges près de Beaune. Et là, j'ai découvert un univers qui était du 9-3, un univers complètement invraisemblable, surtout que le monde viticole de la Bourgogne à l'époque était encore extrêmement rustique. Il n'y avait pas beaucoup de tracteurs. C'était encore vraiment un monde paysan, pétri de tradition, une langue. C'était du français, mais très difficile à comprendre parce tout le monde roulait les airs, et le bourguignon de l'époque, c'était difficile à comprendre. Aujourd'hui, c'est très rare, encore quelques vieux bourguignons qui roulent les airs, mais je suis tombé dans un monde, et surtout, j'ai appris à goûter le vin, et à goûter les différences de vin par rapport au terroir, puisque comme beaucoup de petits vignerons, la famille dans laquelle j'étais avait, je sais pas, une dizaine d'appellations, parfois une seule parcelle, petite parcelle, avec 3 barriques pour la parcelle, mais j'ai appris que les vins différaient selon les terroirs. Parce que ça, on le sait en théorie, on apprend ça à l'université, je n'étais pas encore entré à l'université, mais l'apprendre
par les papilles, ça c'est quelque chose de fascinant. Et c'est ce qui fait que apprendre à faire parler ces papilles, on évoquait tout à l'heure les séances de dégustation qu'on organisait à l'Institut de géographie, quand on ne connaît rien au vin, mais qu'on n'a aucun obstacle culturel ou physiologique à en boire, apprendre à comprendre pourquoi le vin est différent d'une parcelle à l'autre, d'un millésime à l'autre, d'un vigneron à l'autre, d'une appellation à l'autre, ça c'est un monde absolument fascinant qui est celui de la diversité. C'est pour moi une magnifique introduction à la géographie qui n'étudie qu'une chose, c'est la diversité de la planète et de ses habitants, et finalement pourquoi quelque chose est ici plutôt qu'à côté, pourquoi il y a des frontières, pourquoi les phénomènes varient dans l'espace, que ce soit des phénomènes physiques comme les montagnes, les climats ou les fleuves, mais des phénomènes humains comme les densités de population, campagne et ville, islam et christianisme, etc. Enfin, donc toutes sortes de vote à droite, vote à gauche, tout phénomène peut faire l'objet d'une étude géographique, et c'est ce qu'apprend la géographie, c'est la diversité. Et un des meilleurs moyens, les plus agréables d'entrer dans ce monde de la diversité, parce qu'il est totalement inépuisable, c'est ça, c'est la vigne. Et aujourd'hui, alors à l'époque que j'évoque, lointaine, reculée, au XXe siècle, les Français étaient encore très largement persuadés que la France était le seul pays au monde où on faisait du bon vin. N'imaginez même pas qu'il puisse exister d'autres vins ailleurs buvables. Les gens se pinçaient le nez quand ils allaient en Italie parce que les vins n'étaient pas très très bien faits à l'époque. En Espagne, ils étaient trop lourds, pas très bien faits non plus. Les Français ne connaissaient pas les grands vins d'Espagne, en particulier ceux qu'on produit depuis le XVIIIe siècle ou le XVIIe siècle dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, les Jerez par exemple. Le madère, les Français ne le connaissaient pas, ils achetaient les pires madères pour faire de la sauce, et ils ne savaient pas qu'il y avait des très très grands madères. Les Français ne connaissaient pas le Tokaï. Et les Français n'imaginaient pas un seul instant qu'on puisse faire du bon vin aux États-Unis, au Chili, en Argentine, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, en Australie, etc. Et aujourd'hui, en Chine. Aujourd'hui, il y a plein de Français qui sont persuadés qu'on ne fait que du mauvais vin en Chine. Or, il commence à y avoir de bons vins, de très bons vins, pas beaucoup, mais il commence à y en avoir. Le vin simple est plutôt buvable, et c'est surtout devenu aujourd'hui le premier consommateur de vin rouge au monde, avec des gens qui sont fascinés par le vin. Donc, avant 20 ans, il y aura des très très grands vins en Chine du niveau des Grands Médoc ou du niveau des Grands Bourgognes. Il faut le savoir. Et d'ailleurs, les grands investisseurs, genre Arnaud ou Pinault, ne s'y trompent pas. Ils ont investi en Chine avec la mission pour leurs équipes de faire des grands vins. Alors, ça c'est une chose que j'ai longtemps enseignée, longtemps étudiée, c'est cette espèce de diffusion de la fascination pour le vin. J'ai écrit il y a quelques années un livre qui s'appelle « Le désir du vin à la conquête du monde ». Je pense que Roger Dion l'avait déjà écrit en 1959. Le vin est un produit de consommation, un aliment ou une boisson dont on n'a pas besoin pour vivre. Enfin, moi j'en ai besoin, et puis un certain nombre d'entre vous aussi, mais on peut arriver à vivre sans vin. Tellement moins bien, mais on peut arriver à vivre sans vin. En revanche, c'est un produit que, quand on l'aime, on fait tout pour s'en procurer et pour en boire. Et c'est pas uniquement par addiction alcoolique. Il peut y avoir ça. Mais ce n'est pas uniquement ça, c'est que c'est un produit réellement fascinant par sa complexité, par la joie qu'il procure, et surtout qui favorise la parole. Et à partir du moment où on en parle et qu'on le décrit et qu'on partage les sentiments qu'on éprouve en buvant du bon vin avec des amis, ou même des gens qu'on ne connaît pas mais qui deviennent des amis à partir du moment où on a partagé ce goût du vin, on devient... je n'utilise pas le mot addiction parce qu'il est trop utilisé avec l'alcool, et par conséquent ça devient une maladie, l'addiction alcoolique. Ça existe, hein, pour le vin aussi, on peut être alcoolique au vin. En général d'ailleurs, les vrais alcooliques qui existent en France le sont au whisky, au vodka, au pastis avant, et peu au vin. Un petit peu, mais très peu au vin. Il y a peu de vignerons alcooliques. Ça existe, mais c'est pas très fréquent. En revanche, l'alcoolisme aux alcools forts est extrêmement répandu, et bien plus répandu dans d'autres pays. Il suffit d'aller se promener dans les pays d'Europe de l'Est pour voir les ravages de l'addiction alcoolique en Russie, en Pologne, en Roumanie, etc. Ou, ce qu'on ne sait pas toujours, les ravages de l'addiction alcoolique dans les pays arabes du Golfe. Parce que l'alcoolisme est très répandu au Qatar, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis,
En Arabie Saoudite, l'importation d'alcool est absolument interdite, mais vous allez chez n'importe quel Saoudien qui compte, il a un placard rempli de bouteilles de whisky, de vodka, etc., mais pas une bouteille de vin. Donc il y a vraiment des alcooliques très gravement atteints dans ces pays. Bref, je ferme les grands hôtels parisiens bouclent leur budget avec des suites à 5 000 €, mais surtout parce que leurs clients venus du Golfe vident complètement le minibar. Et le minibar est parfois même une petite pièce entière, avec les meilleures bouteilles de cognac à 3 000 € la bouteille, de vodka, etc. Et tout est vidé le lendemain matin. Donc, bon, je ferme cette parenthèse triste. Le vin, il y a moins de risques. Il y a risque quand même, donc il faut faire attention à en boire raisonnablement, ce qui dépend du métabolisme de chacun. Évidemment, il n'y a pas de règle, un verre pour les femmes, 2 verres pour les autres, tout ça est totalement ridicule. On boit selon sa capacité, selon les effets que ça procure, selon le plaisir qu'on y trouve. Il faut surveiller, voilà, on se fait des analyses de temps en temps, mais il ne faut pas vivre dans une espèce de hantise, non, mais qui est le discours presque punitif que tiennent beaucoup aujourd'hui de représentants du monde de la santé et de politiques. Les politiques sont terrorisés. Vous savez, pour faire changer la loi et qu'on ait aujourd'hui le droit de parler du vin à la télévision, à condition que ce soit rattaché à un paysage, à un terroir, qu'il n'y ait pas trop de marques visibles, ça a été un très très lourd combat où la droite et la gauche d'ailleurs se sont associés. Hein, c'était il n'y a pas très longtemps, c'est il y a 2 ans que la loi a changé, c'est la fameuse loi Evin. Quand on s'appelle Evin, et c'est un privatif qui donc Evin, c'est-à-dire pas de vin, il est normal qu'il y ait eu cette loi absolument stupide où on a comparé le vin à la pire des drogues. Donc ça c'est extrêmement dangereux parce que je pense que c'est tuer une partie de la civilisation française et européenne et méditerranéenne. Le vin, c'est une boisson éminemment culturelle, et si cette boisson a eu un tel succès depuis maintenant 8000 ans, puisque vous avez peut-être vu dans la presse qu'on vient de découvrir en Géorgie le site le plus ancien. Enfin, chaque année, on en trouve on recule la date d'apparition de la viticulture. On a découvert un site avec des jarres décorées de grappes de raisin qui est daté 6000 avant Jésus-Christ par un laboratoire américain qui a déjà fait beaucoup de découvertes en Turquie, en Géorgie, en Arménie, en Iran, en Israël. Là, on est à 6000 avant Jésus-Christ et la preuve est certaine qu'on a fait du vin dans ces jarres, puisque par les tanins qui restent dans la terre, on arrive à analyser et voir que c'est des tanins qui proviennent du raisin. Donc, depuis 6000 ans, le vin n'a cessé de progresser et n'a cessé d'être associé à ce qu'il y a de plus noble dans les civilisations et dans les aspirations de l'humanité, en particulier par le lien qui s'est établi entre le vin et les religions, toutes les religions mésopotamiennes, religions égyptiennes, bien entendu la religion grecque avec le culte de Dionysos arrivé non, c'est pas sur cette carte, arrivé d'Orient, enfin probablement des confins de l'Inde, en tout cas de la Perse, ça c'est à peu près certain, et qui a eu un succès immense en Grèce, comme vous savez, et qui s'est ensuite mélangé à la tradition du vin des Hébreux, le vin signe de l'alliance entre Dieu et les hommes, et qui a donné la place du vin dans le christianisme, puisque finalement la place du vin dans le christianisme, et en particulier l'Eucharistie, ça n'est jamais que le mélange, au point de vue anthropologique, hein, je ne parle pas de question de foi, mais ce n'est que le mélange de la religion grecque et de la religion juive. Et la messe ressemble beaucoup au symposium. Quand vous voyez par exemple des prêtres qu'on célébrait autour d'un autel se passer le calice, c'est exactement le rituel du symposium grec. Et dans le symposium grec, on parle sous le contrôle des éminents hellénistes qui sont dans la salle, quand la coupe tourne autour des convives, sous l'autorité du symposiarque, c'est Dionysos lui-même que l'on boit, à condition qu'on le fasse rituellement après le banquet. Et on boit Dionysos lui-même, exactement comme les chrétiens, après la consécration, quand ils communient au calice, c'est le sang du Christ lui-même. Et ça vient de la religion grecque, et en même temps, bien entendu, de toutes les traditions hébraïques, mais porté à un point supérieur, puisque c'est un miracle qui peut se reproduire tous les jours et qui est au cœur du christianisme. Et c'est ce qui explique, évidemment, le succès du vin, la diffusion du vin, les Européens se convertissant au christianisme, tous les Méditerranéens ont adopté cette croyance, cette foi, et ont planté de la vigne.
Et ensuite, à mesure qu'ils sont sortis d'Europe pour aller convertir les peuples du Nord, ou pour convertir après les Amérindiens, ou les Africains, ou les Asiatiques, ils ont transporté la vigne. Christophe Colomb avait des petits pots de vigne dans les soupes de ses bateaux. Donc un chrétien qui se déplace, dans les temps anciens, plante la vigne là où il arrive. C'est obligatoire, sinon il n'y a pas de messe. Donc il plante la vigne, il plante des céréales aussi pour faire du pain. Enfin, tout ça est lié au cœur de la religion. Et en même temps, c'est la boisson du plaisir, c'est la boisson de la joie, c'est la boisson du partage. C'est ce qui explique l'immense succès du vin. Alors venons-en au sujet qui est annoncé, parce que sinon là, on pourrait parler des heures sur cette saga, cette immense saga du vin qui se diffuse depuis le Proche-Orient, depuis les montagnes du Croissant Fertile, jusqu'aux confins de la planète, jusque dans des endroits totalement improbables, puisqu'aujourd'hui vous avez des vignes en Pologne, vous avez des vignes au Canada, partout, au Québec on plante de plus en plus, vous avez la Chine se couvre de vignobles, l'Inde commence à planter, la Thaïlande plante, il y a pratiquement plus un seul pays au monde qui n'a pas de vigne. Même l'Arabie Saoudite peut-être en a, mais en tout cas la diffusion de la viticulture est un phénomène absolument étonnant aujourd'hui, parce que le vin est une boisson de civilisation. Et quand vous êtes au fin fond d'une ville chinoise où jamais on a vu une seule bouteille de vin, et qu'une bouteille de vin arrive et que les gens se disent « je veux en boire », c'est pour montrer qu'ils sont dans la modernité, dans une mondialisation heureuse, que c'est comme pouvoir porter un jean ou boire du Coca-Cola. À l'époque soviétique, c'était le rêve de tous les jeunes soviétiques, c'est de pouvoir boire du Coca-Cola et porter un jean, parce qu'ils en avaient entendu parler, ils voyaient vaguement de temps en temps des bouts de films ou des publicités, donc c'était le rêve absolu. Et là, aujourd'hui, boire du vin, c'est accéder à un niveau, bon, il y a un peu de snobisme, sûrement, pour certains qui n'ont jamais bu cette boisson, mais très rapidement, vous savez bien, les uns et les autres, quand on s'y met, on devient absolument fan. Et on y trouve un plaisir constamment renouvelé par le discours que l'on tient sur le vin, par le partage du vin. Alors, il y a évidemment une différence, et c'est ce dont on va parler maintenant, entre les bons vins et les moins bons. La France appartient donc à ce vieux monde méditerranéen et chrétien où on a toujours eu besoin de vin. Et on aime le vin depuis l'Antiquité. Donc, il y a une époque où on a planté de la vigne partout, sans se préoccuper des terroirs, sans se préoccuper des sols, du climat. Rappelez-vous, à l'époque, les Gaulois ne savaient pas cultiver la vigne, mais ils adoraient le vin, puisqu'ils payaient une amphore de vin d'un esclave, ce qui est quand même cher. Mais quand on voit les montagnes de tessons d'amphores que l'on trouve dans un site comme Vix, ou comme récemment dans la banlieue de Troyes, autour des tombes princières, on se dit que ça fait beaucoup d'esclaves, tout ça. Hein. Ils achetaient donc du vin aux marchands grecs ou phéniciens qui parcouraient la Gaule, et c'était la boisson de luxe, le vin. Eux, ils buvaient de la cervoise. Enfin, ce qu'ils faisaient, c'est de la cervoise. Quand la Gaule a été conquise par César, on a planté de la vigne partout. Les Gaulois, devenus gallo-romains, ont appris à cultiver la vigne et ils ont planté absolument partout, au point qu'il a fallu même leur interdire. Donc c'est le fameux édit de Domitien qui interdit aux Gaulois d'augmenter la surface des vignes et qui oblige à l'arrachage d'un certain nombre de vignes, là où le blé peut pousser, parce que la Gaule a pour mission de produire des céréales pour fournir l'Empire, et donc les Gaulois préféraient planter de la vigne, mais au détriment de l'économie, ou du moins du modèle économique dans lequel ils étaient entrés en devenant province de l'Empire romain. Mais on faisait sans doute du vin correct dans certaines régions, mais beaucoup de vins très très médiocres, ce qu'on a fait pendant des siècles et des siècles. Pendant 2000 ans, on a fait du vin, on a fait des bons vins en France, généralement bu dans l'année, on l'oublie ça souvent. Donc le très bon vin n'apparaît qu'à partir du moment où on peut le faire vieillir, à partir du moment où... Donc ça arrive très tardivement, ça arrive au XVIIe siècle. Je pense qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas boire, sauf exception, les vins qu'on produisait au XIIIe ou au XIVe siècle, que ce soit en Bourgogne, à Bordeaux, en Champagne, c'était des vins qui seraient imbuvables pour nous aujourd'hui. On a donc énormément progressé, mais en tout cas, c'était quand même déjà du vin, et ça procurait du plaisir. Les invasions ont failli faire disparaître la viticulture, et vous le savez, c'est l'Église qui a maintenu la culture de la vigne autour des monastères, autour des évêchés.
pendant tous les siècles obscurs, donc entre le 4e et l'installation des Normands et la fin des invasions vikings, ça a été terrible pour l'agriculture, pour le paysage, pour l'architecture, etc., et pour la viticulture. Mais néanmoins, la viticulture s'est maintenue, et ça, je vous renvoie à l'histoire de la vigne et du vin de Roger Dion, 1959, réédité plusieurs fois, et en particulier récemment chez CNRS Éditions, où il montre très bien, pour le haut Moyen-Âge, le rôle de l'Église dans le maintien de petits noyaux viticoles, mais évidemment faisant des vins sans doute extrêmement médiocres. Mais parce que le vin était nécessaire, et que le maintien du latin, le maintien du vin, le maintien d'une architecture avec des toits à tuiles rondes romaines, fait partie de la civilisation antique et donc romaine, et ça s'est maintenu donc pendant toute cette période des invasions, mais dans des petits noyaux. À partir de l'an 1000, tout change, et à nouveau, la civilisation repart, la paix revenant, on se remet à construire des belles maisons, des villages, des routes, améliorer tout ça, et à planter de la vigne. Et on voit très bien que ça redémarre là où il y a des grandes abbayes. Donc, pendant cette période du Moyen-Âge, entre l'an 1000 et le XIIIe siècle, les foyers de renaissance de la viticulture sont des foyers abbatiaux, principalement, et épiscopaux, mais qui apprennent de nouveau à faire du bon vin. Il se trouve qu'à cette époque, le climat est tiède, comme vous le savez, à peu près comme maintenant. Donc, réchauffement du climat avant le petit âge glaciaire du 14e, 15e, qui dure jusqu'au 19e, climat tiède, les tiédeurs de l'an 1000, comme dit le roi Ladurie, et grâce à ces tiédeurs de l'an 1000, eh bien, la vigne pousse très bien, le raisin mûrit, et on arrive à faire des vins tout à fait corrects, tout à fait acceptables. Ce sera beaucoup plus acrobatique de faire des bons vins au XVIIe ou XVIIIe siècle, alors qu'il y a des hivers épouvantables, qu'il y a des gels de printemps, donc faire du bon vin devient très difficile. Mais à cette époque, tout va bien en ce qui concerne l'environnement. Et donc c'est une période d'apprentissage de la viticulture. Et c'est là où on voit émerger des vignobles de grande qualité à partir des monastères, et en particulier des monastères qui pratiquent la règle de Saint-Benoît et où les moines travaillent la terre et qui considèrent que un champ bien cultivé, une vigne bien cultivée donnant du bon vin, c'est une prière. Rien n'est trop beau pour Dieu, donc faire le meilleur vin dans le meilleur clos, c'est une prière. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que ça explique ce qui s'est passé en Bourgogne dans un laboratoire extraordinaire qui s'appelle le Clos de Vougeot, où les moines de Cîteaux, donc retour à la règle originelle de Saint-Benoît, les moines de Cîteaux ont fait du Clos de Vougeot qu'ils ont constitué eux-mêmes, soit en achetant des terres, soit en se faisant donner des vignes par des pèlerins, par des gens ayant commis de grands péchés, etc., ont réussi à ramasser ce clos d'une 50aine d'hectares, dont ils ont fait un vrai laboratoire de la viticulture de grande qualité. Ça, c'est absolument merveilleux, parce qu'aujourd'hui, quand on voit ce qu'est le Clos de Vougeot, qui a hélas 80 propriétaires, et qui pendant 7 siècles a eu un seul propriétaire, l'abbaye de Cîteaux, et encore, après, jusqu'au milieu du 19e siècle, un seul propriétaire, bourgeois, c'est tout à fait extraordinaire, puisque ça n'est pas le meilleur. On dit climat en Bourgogne, vous savez, le climat, ça a été classé au patrimoine de l'UNESCO, le climat c'est le terroir en Bourgogne. Ce ne sont pas les meilleures conditions de sol, surtout le bas du Clos de Vougeot. Le haut, ça va très bien, mais le bas n'est pas extraordinaire. Au-dessus du Clos de Vougeot, il y a les Musigny, et les Musigny ont un terroir bien plus favorable pour faire du grand vin que le Clos de Vougeot. Mais comme ce Clos de Vougeot a constamment reçu des améliorations en terre, le clos qui permet de protéger, le clos de pierre qui permet de protéger des divagations des animaux, qui permet d'accumuler de la chaleur pendant la journée qu'elle restitue la nuit. Le cellier, si vous avez visité le cellier du Clos de Vougeot, c'est pour l'époque, hein, c'est quand même 12e siècle, 13e siècle, c'est une merveille de technique pensée de façon à faire le meilleur vin possible, avec des pressoirs extraordinaires, avec des cuves, un cellier qui est extraordinaire aussi, où se pratiquent les banquets de la confrérie des chevaliers du tas de vin, pour conserver le vin dans les meilleures conditions possibles. Donc vraiment, on a plein d'exemples. On sait que les moines de Cîteaux sont les premiers à avoir supprimé le complantage avec les arbres fruitiers. On continuait au XIIe, XIIIe siècle, et ça a duré même jusqu'à une date récente dans certains vignobles, à complanter les vignes d'arbres fruitiers. Et ça vient d'où? Ça vient de Columel, ça vient de Varon, ça vient des agronomes romains qui recommandaient la complantation
pour avoir de récoltes, bien sûr, dans le même champ, mais surtout parce qu'il fait très chaud en Italie et que même s'il y a les arbres fruitiers, ça n'empêche pas les raisins de mûrir. Mais quand on est en Bourgogne, ou à plus forte raison en Champagne, dans le nord de la France, mettre les arbres fruitiers, les fameux pêchers de vigne par exemple, ça fait, ou des noyers, ça fait de l'ombre. Et ça empêche le raisin de mûrir. Et donc les moines de Cîteaux ont imaginé d'arracher, de couper les arbres qui étaient dans les vignes, de façon à ce que le sol soit uniquement réservé à la plante qu'est la vigne, de façon à ce que les raisins mûrissent le mieux possible, parce qu'ils ont compris que pour faire du bon vin, il faut des raisins bien mûrs. Voilà, et donc il y a 1000 choses là-dessus, tout ça est très très bien connu. Je continue sur la Bourgogne, parce que pourquoi la Bourgogne est devenue le vignoble le plus connu d'Europe au Moyen-Âge. Certes, des monastères comme Cluny, Cîteaux, Tarbes, Bèze, etc., quelques autres dans la région ont joué un très grand rôle. Les chapitres des cathédrales, en particulier le chapitre d'Autun. Je ne sais pas si ceux d'entre vous qui ont lu Dion, ou sinon jetez un œil, vous retrouverez une carte à l'intérieur où Dion cartographie, dans le chapitre sur le Moyen-Âge, les grands crus actuels de la Côte d'Or. C'est-à-dire les bouteilles qui valent entre 100 et 1000 euros. Il montre que ça correspond exactement aux limites de l'évêché d'Autun. Quand on sort de l'évêché d'Autun au sud, c'est la côte chalonnaise et c'est après le Mâconnais, où on fait des bons vins. Le terroir est magnifique. Les terroirs de la côte chalonnaise sont splendides. Ceux du Mâconnais sont encore bien meilleurs que ceux de Puligny-Montrachet et de Meursault, mais pourtant on fait des vins moyens. Et donc Dion a touché du doigt quelque chose d'essentiel. C'est parce qu'il y avait à Autun un chapitre extrêmement riche et extrêmement exigeant sur le plan culturel. Il suffit d'aller visiter la cathédrale d'Autun, de voir la beauté des sculptures, de voir la richesse de cette ville. Et quand on cherche à comprendre pourquoi Autun plutôt qu'autre chose, on s'aperçoit qu'Autun, c'est la capitale des Éluins, et que les Éluins, c'est la première tribu gauloise à s'être convertie à la romanité. C'est ceux dont se moque Astérix dans le combat des chefs, c'est les collabos. Mais les Éluins étaient déjà convaincus avant d'être romains, avant Alésia, étaient déjà convaincus de la beauté de la civilisation romaine. Ils ont adopté la romanité avec un enthousiasme incroyable qui se mesure par l'archéologie, en plus l'empereur a doté la ville d'Autun de magnifiques monuments, dont il ne reste pas grand-chose, mais ça s'est maintenu. Malgré les invasions, ça s'est maintenu jusqu'au Moyen-Âge, et c'est la raison pour laquelle cet évêché d'Autun, et surtout son chapitre très riche et très exigeant, a joué un très grand rôle dans l'amélioration de la viticulture dans ce qui est aujourd'hui ce qu'on appelle la Côte d'Or. Et puis alors il y a un autre événement politique, qui est la naissance dans cette région d'un État qui a failli dominer tout l'Occident, qui a été le duché de Bourgogne, donc le grand-duché d'Occident, allant depuis les confins de la ville de Lyon jusqu'à Amsterdam, pratiquement, aux portes d'Amsterdam, donc un État issu de l'ancienne Lotharingie, enfin on ne va pas rentrer dans le détail, mais en tout cas un grand État nord-sud, avec parfois des interruptions, enfin bon, tout ça est compliqué, mais qui est devenu extrêmement puissant, au point que si Charles le Téméraire avait été plus malin, et qu'il l'ait emporté sur Louis XI, la capitale de la France serait Dijon, et non pas Paris, puisque ça a été un des combats, bon ça aurait pu être aussi Londres d'ailleurs, mais en tout cas ça a été un des grands combats. Et en tout cas ce grand-duché d'Occident, dont les ducs étaient d'ailleurs descendants de duc Capet, c'était les ducs valois, ce grand-duché d'Occident a dominé l'Europe, a été d'une richesse extraordinaire, d'un rayonnement culturel fantastique, faisant le commerce évidemment avec l'Italie, avec les Flandres, etc., a engendré une floraison de beauté architecturale, de cathédrales, qu'on voit depuis Bruges, Gand jusqu'à Dijon, Beaune, etc., et surtout a été un lieu de joie. La vie de cour chez les ducs de Bourgogne était une vie extrêmement brillante, joyeuse, et où le bon vin coulait à flot. Et les ducs voulaient boire du très bon vin. Donc ils ont exigé sur leurs terres, de leurs vignerons, qu'ils améliorent la qualité, et c'est donc ce fameux édit de 1396, je ne veux pas vous dire de bêtises, je vais noter la date parce que je l'oublie toujours, 1395, vous voyez, ce fameux édit de Philippe le Hardi 1395, où il impose à ses vignerons d'arracher le déloyal gamay de ses vignes. Alors à l'époque, on cultive Pinot, Gamay, il n'y a pas de Chardonnay encore à l'époque, mais on cultive tous les cépages bourguignons. Il y avait
peut-être des dizaines de cépages, il n'en reste plus beaucoup. Hein, vous savez, ceux qui aiment le muscadet c'est le melon de Bourgogne, c'est un cépage originaire de Bourgogne qui a eu la chance d'arriver dans le Pays de Loire pendant le petit âge glaciaire et qui a bien réussi, mais vous en aviez plein d'autres de cépages. Et les ducs disent, sur nos terres, on ne veut que du pinot. Le mot pinot, d'ailleurs, sans doute a été inventé par Philippe le Hardy. Parce que ça ressemble à une pomme de pin, la grappe de pinot. C'est une hypothèse, disons l'esquisse. Mais ce qui est formidable, c'est que les ducs jouent le même rôle que les abbayes et que les chapitres et que les évêques en demandant d'améliorer constamment la qualité. Si vous visitez à Chenauve, dans la banlieue de Dijon, le cellier des ducs, il y a des pressoirs extraordinaires au cœur du domaine qui appartenait aux ducs de Bourgogne. Donc voilà des raisons qui expliquent qu'on a amélioré constamment, mais parce qu'il y avait des clients. Et là, j'en viens à la théorie principale de Dion, qui, Dieu sait si elle est difficile à faire admettre aux vignerons. Chez les géographes et les historiens, elle est à peu près admise maintenant. Dion a eu l'intuition, parce qu'il a enseigné 10 ans au Collège de France, sur cette question. Il avait écrit, avant d'être au Collège de France, il est élu en 1948, il avait écrit un peu avant quelques articles sur la vigne et le vin qui sont passionnants, mais il n'avait pas travaillé en profondeur. Et donc les 10 premières années de son cours au Collège de France, c'est l'histoire de la vigne et du vin en France, des origines au XIXe siècle. Et ça a donné lieu, donc, 10 ans plus tard, en 1959, à la publication de sa synthèse, qui est une merveille absolue, en plus écrite dans une langue fantastique. Et Dion a l'intuition que la qualité du vin n'est pas liée, d'abord, au sol et au climat. Certes, il est difficile de faire du bon vin en Sibérie, ou dans les régions d'Europe du Nord, etc. Il le sait très bien. Mais dans un pays comme la France, aux latitudes moyennes, il pourrait y avoir de la vigne, non pas partout pour faire du bon vin, mais il y a au moins, je dirais, le tiers ou presque la moitié du territoire français qui est propice à la culture de la vigne et sur laquelle on peut produire du bon vin. Or, ce n'est pas le cas. La moitié de la France n'est pas couverte de vignobles. Il y en a beaucoup de vignes, mais enfin, ce n'est pas partout. Et en particulier, les vins de qualité. Donc, il explique que la qualité du vin, vue du point de vue de la géographie, ne dépend pas d'abord du sol et du climat. La preuve, c'est qu'il y a dans le nord, Alsace, Champagne, dans le sud, de Bordeaux, et puis que même dans le sud où ça semble plus facile, il y a des régions de mauvais vignobles. Quand Dion écrit, c'est quand même le moment où on produit le pire jaja en Languedoc, qu'on est obligé de mélanger avec du vin d'Algérie pour qu'il arrive à un degré suffisant. C'est les pires cépages. Et pourtant, Dieu sait s'il y a des terroirs magnifiques en Languedoc. Aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez les grands vins du Languedoc, il n'y a plus beaucoup de jaja parce qu'on a arraché partout. On n'a pas arraché parce que c'était pas bon, on a arraché parce que ça ne se vendait pas. Et donc Dion met le doigt sur le facteur essentiel qu'il résume dans une phrase qu'il tire alors d'un ouvrage plus tardif que le Moyen-Âge, c'est le Théâtre d'agriculture et ménage des champs d'Olivier de Serres, que vous connaissez, grand ouvrage d'agronomie commandé par Sully à la demande d'Henri IV à un propriétaire terrien qui est en même temps un agronome qui réfléchit beaucoup à la nature de la culture, un protestant ardéchois qui s'appelle Olivier de Serres et qui publie ce gros livre qui est un livre de conseils donnés aux propriétaires terriens pour qu'ils fassent les meilleures cultures possibles, qu'ils arrivent aux meilleurs résultats possibles. Et à propos de la vigne, Olivier de Serres a cette phrase qui a rempli Roger Dion d'admiration et qui est le cœur de sa théorie. Cette phrase, je vous la dis, c'est « Si n'est en lieu pour vendre votre vin, que ferez-vous d'un grand vignoble ?» Vous êtes propriétaire de terre, vous voulez faire du bon vin, si vous êtes en plein milieu de la plaine de Saint-Flour, supposez qu'on puisse faire du bon vin sur la plaine de Saint-Flour, vous allez être obligé, surtout à cette époque, de boire votre vin. Est-ce qu'on est incité à faire du bon vin si c'est uniquement pour sa consommation personnelle? Non, bien entendu. Donc pour faire du bon vin, ça coûte cher de faire du bon vin, il faut du matériel cher, il faut beaucoup de main-d'œuvre, il faut beaucoup de talent, beaucoup de savoir-faire, des barriques formidables, il faut de bons pressoirs, etc., des cuves magnifiques, il faut avoir peu de production, des petits rendements. Il faut choisir des bons pieds, etc. Il faut labourer sans arrêt, enlever les mauvaises herbes, lutter contre plein d'ennemis de la vigne. Pour ça, il faut de l'argent. Et si vous investissez de l'argent dans un vignoble pour faire du bon vin, il faut le vendre. Alors, vous pouvez en boire une partie, mais pour vous en sortir économiquement, il faut le vendre. Et cette idée, si n'est en lieu pour faire votre vin, que ferez-vous d'un grand vignoble, c'est ça le cœur de l'explication de la carte des vignobles d'aujourd'hui. Donc, à Paris, les conditions sont idéales pour faire des grands vins.
sur les Gotteaux. Il y avait d'ailleurs le plus grand vignoble français vers 1880, au moment du phylloxéra, qui n'est jamais arrivé à Paris à cause de la Beauce qui a bloqué le puceron. Le plus grand vignoble français en superficie était le vignoble parisien. Mais c'était effroyable, c'est le vignoble, le bleu d'Argenteuil, le bleu de Suresnes, pardon, le piccolo d'Argenteuil, il s'appelle piccolo, c'est pas par hasard, c'était pas terrible, parce que c'était du vin le moins cher possible, avec des rendements énormes, avec des mauvais cépages, etc., pour abreuver les gosiers parisiens qui sont toujours secs. Où les ouvriers, les Parisiens modestes, voulaient boire du vin, beaucoup de vin. Vous savez que ça a été une des causes de la Révolution française, c'est que le vin manquait. Et rappelez-vous aussi le fameux mur des fermiers généraux, le murmurant Paris qui rend Paris murmurant. Pourquoi il les rendait tant si murmurants? Bon, il fallait payer l'octroi, évidemment, mais surtout, le vin était bloqué aux portes de Paris, donc ils allaient tous s'arsouiller à la barrière d'Enfer, dans toutes les barrières. C'était plein de troquets et plein comment dire, d'activités peu recommandables aussi, mais c'était surtout, ils allaient boire du vin. Donc Montmartre, c'est ça, s'encanailler à Montmartre jusqu'à ce que Montmartre rentre dans la ville de Paris. Avant, c'était la campagne, on allait surtout boire beaucoup de vin, on allait s'arsouiller dans les tavernes. Donc, pourquoi le vignoble parisien n'est donc pas devenu un grand vignoble? Parce qu'il a été dévolu à l'abreuvement des pauvres Parisiens. Et les riches Parisiens, depuis le Moyen-Âge, s'approvisionnaient en Champagne, qui pourtant est un peu plus froide, mais là, on est un peu plus loin de Paris, donc il y avait, pour pouvoir le vendre, il fallait faire du bon vin. Et donc ce qu'on appelait le vin de rivière, qui s'est appelé bien plus tard vin de Champagne, le vin de rivière parce qu'il descendait la Marne et la Seine, était un vin qui a été produit pour la bourgeoisie parisienne, pour l'aristocratie. Les vins de Loire, pareil. À la Renaissance, on boit du vin de Chinon, on boit du vin de Bourgueil, etc., qui est meilleur que le vin de Paris. Et au Moyen-Âge, les rois de France boivent surtout du vin de Beaune, d'ailleurs du vin de Bourgogne, qui passe par le seuil de Bourgogne et qui après descend les rivières jusqu'à Paris. Et donc là, comme le transport coûte cher, et par conséquent, pour pouvoir le vendre, il faut que ce soit du bon vin. Donc on fait du meilleur vin. Il faut savoir, par exemple, que les papes d'Avignon, quand ils résident en Avignon, ne boivent pas une goutte de Châteauneuf-du-Pape. Le Châteauneuf-du-Pape, c'est un vin effroyable qui est destiné aux gosiers ordinaires de la ville d'Avignon et des environs. On ne fait pas de bon vin à Châteauneuf, c'est seulement fin 18e et au 19e surtout qu'on commence à faire du bon vin à Châteauneuf, et même encore en 1900, 1910, je vous raconte cette histoire parce que ça montre bien combien il faut relativiser le terroir physique. Et je le dis en tant que géographe, alors que il est arrivé d'enseigner la géographie physique avec ferveur, mais là, les géographes physiciens n'ont rien à dire là-dessus. Je vais y revenir, je réhabiliterai le terroir après, en finissant. En fait, quelle heure il est, là? Ça va, j'ai encore 2 minutes parce que je commence seulement. Donc, une propriétaire très connue de Châteauneuf, qui s'appelle la baronne Le Saint, qui fait du vin pas mal, au début du XXe siècle. Son gendre deviendra le père des appellations d'origine contrôlée, le baron Leroy. Donc la baronne Le Saint reçoit un jour un négociant de Bourgogne chez elle, et qui lui dira: ah, madame, donc il achète du vin, bien sûr, pour le couper avec les vins de Bourgogne qui ont les jambes un peu frêles, et il lui dit, pour lui faire plaisir: ah, madame, vous êtes la succursale de la Bourgogne. Et elle lui répond: mais avec ce que vous m'achetez, je pense que je suis plutôt la maison mère. Oui, l'Ermitage, une bouteille Hermitage, ça vaut entre 50 et 300 € aujourd'hui. L'Ermitage servait à hermitager, comme on disait, les vins de Bourgogne et les vins de Bordeaux. C'est-à-dire que les négociants, la maison Calvet, vous allez entendre parler, c'est une maison de Tain-l'Hermitage qui a installé des chais à Bordeaux et à Beaune, et qui faisait venir du vin de l'Ermitage et qui le vendait, et qui faisait ces petits trafics, c'était pas surveillé, donc on pouvait vendre une bouteille de Corton Charlemagne, non parce que ça c'est blanc, une bouteille de Corton, dans laquelle il y avait 80% d'Hermitage dedans et 20% de vin du coteau de Corton. Il faut le savoir. Donc pas de grands vins ici, les grands vins c'est la Bourgogne, parce qu'il y a cette tradition que j'ai évoquée, les moines, les ducs. Le marché du roi de France, le marché des papes, quand les papes partent d'Avignon pour Rome, ils se plaignent du fait: ah, nous n'aurons plus le bon vin de Beaune. Et évidemment, immédiatement, le père abbé de Cîteaux leur fait envoyer du vin de Bourgogne en masse pour continuer à se faire bien voir du Vatican.
Donc ça, c'est l'histoire de la Bourgogne. Mais vous voyez bien ici, regardez ici, tous les vignobles de cette partie est de la France, ne parlons pas de la Provence qui est plus tardive, sont le long des fleuves, le long du Rhône, le long du Rhin, le long de la Marne et de la Seine. Donc les fleuves jouent un rôle très important. Les villes, les fleuves, l'argent, là où est l'argent, ou là où on peut transporter le vin pour le faire arriver dans les marchés de consommation qui sont nantis et qui par conséquent peuvent se payer du vin cher et surtout ont le palais éduqué pour exiger des vins de grande qualité. Alors allons à Bordeaux, si vous voulez, qui est un cas beaucoup plus extraordinaire encore, parce que là, les conditions sont vraiment médiocres à Bordeaux. Le climat est océanique, c'est très très humide, Bordeaux, donc il n'y a pas encore le mildiou et l'oïdium qui arriveront bien au XIXe siècle, mais enfin, la vigne aime pas, la vigne elle aime bien avoir les pieds au sec et la tête au soleil. À Bordeaux, il fait chaud, c'est vrai, mais il y a énormément d'humidité, donc c'est pas extraordinaire. Par ailleurs, les bords de la Garonne sont des terres extrêmement marécageuses, qu'on appelle les palus, et c'est là où on plante le vin au Moyen-Âge. On arrive à faire quand même, comme il fait chaud, on arrive à faire des vins assez corsés, mais de toute façon, on les boit dans l'année. N'oublions pas que tous les vins se boiront avant la fin du printemps de l'année suivant la récolte jusqu'au XVIIIe siècle. Tant qu'on ne sait pas mettre le vin en bouteille, tant qu'on ne sait pas utiliser le bouchon, tant qu'on n'a pas le soufre, on ne peut pas conserver le vin. Donc le vin se boit dans l'année. Les anciens, à l'époque romaine ou grecque, on savait conserver le vin, mais on mettait dedans de la résine, de la poix, du plâtre, de l'eau de mer, des herbes, de l'hysope, etc. Donc c'était du martini, en quelque sorte, et bien pire que le martini. Mais le martini est l'héritage, ou le raisiné grec, je ne sais pas si vous avez déjà vu du vrai, pas le raisiné d'aujourd'hui où il y a presque plus de résine, mais le raisiné d'il y a 30 ans, il fallait s'accrocher à la table pour le boire. Hein. Donc le vin, et on ne savait pas faire les différences de terroir, évidemment. Alors les Bordelais font du vin moyen, mais la chance, c'est que Bordeaux est au bord de la mer, qu'il y a un port, et que ce port va être lié par l'histoire avec l'Angleterre. Ce n'est pas le port le plus proche chez Rouen, mais Rouen n'a que des vins qui viennent de Champagne ou de Paris, qui descendent la Seine, et qui s'exportent un peu vers l'Angleterre. C'est ce qui donnera d'ailleurs un peu plus tard l'invention du champagne. Mais cette position de Bordeaux au bord de la Gironde, et le mariage, le divorce d'abord d'Aliénor d'Aquitaine, et son remariage avec Henri II Plantagenet, va entraîner une conséquence extraordinaire, c'est que les Anglais vont s'implanter à Bordeaux et vont essayer de se faire bien voir des Bordelais en leur accordant un privilège en 1241 qui va durer jusqu'à Turgot, à la veille de la Révolution. Ce privilège, dont vous avez entendu parler sûrement, c'est que la place de Bordeaux, les négociants de Bordeaux, ont le privilège d'être les seuls à pouvoir vendre le vin jusqu'à la Saint-Martin, c'est-à-dire jusqu'au 11 novembre. À cette époque, donc, il fait encore assez tiède. Les vendanges ont lieu fin août, tout début septembre. Le vin est fait vers le 20-25 septembre. Il reste encore tout le mois d'octobre pour vendre le vin. Au 11 novembre, à ce moment-là, les vins dits du Haut, qui viennent de tout le sud-ouest, ont l'autorisation de descendre la Dordogne et la Garonne pour être vendus à Bordeaux. Le problème, c'est que le marché est saturé, parce que les négociants de Bordeaux, avec leurs vins de la région immédiate de Bordeaux et plutôt de la rive gauche, hein, la rive droite n'a pas beaucoup d'importance à l'époque, vendent le vin. Il y a des flottes entières de vins qui partent vers l'Angleterre. Ça se passe pendant le mois d'octobre, chaque année, entre 1241 et 1778 ou 80, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, Turgot, qui est intendant en Limousin, puis qui conseille Louis XVI, dit c'est pas possible, ce privilège est inique. Parce que les pauvres gens qui font du bon vin, qui essayent de faire du bon vin à Toulouse, à Bergerac, à Jurançon, à Gaillac, etc., dans tous ces coins du sud-ouest, ben, ils n'ont pas de marché. Leur marché, c'est la petite ville locale, c'est le marché local. Et c'est ça qui fait la différence. Aujourd'hui, même s'il y a des bons vins, il n'y a aucun Bergerac, aucun Gaillac, aucun Fronton qui a la qualité des grands Bordeaux. Et là, il faut être objectif, il faut les boire à l'aveugle, dans 2 verres, ça peut être bon, mais c'est rarissime de trouver un Bergerac qui a le niveau d'un Château-Latour. Alors, si vous interrogez les propriétaires des grands vignobles du Médoc,
Vous dites, mais bien entendu, c'est parce que regardez leur terroir, c'est rien du tout, ils ne peuvent pas faire du bon vin, ces gens-là. Jamais ils n'arriveront à faire du bon vin. Et ils nient l'importance de ce fait historique qui est la protection, ce privilège de Bordeaux, qui est la seule explication. Et qui, donc ce marché, même si le Bordelais, la Guyenne, le Sud-Ouest revient dans le giron de la France à la fin de la guerre de 100 ans, le privilège va être maintenu, parce que les rois de France ne veulent pas se fâcher avec ces gens qui étaient bien contents d'être sous la protection du roi d'Angleterre. Ils ne veulent pas que les Bordelais soient fâchés contre le roi de France qui revient s'implanter dans la région. Donc ils maintiennent le privilège, qui est un privilège scandaleux, mais qui a des conséquences géographiques majeures, alors que les terroirs du Grand Sud-Ouest sont bien meilleurs que les terroirs de Bordeaux lui-même. Vous savez, le Sauterne. Pourquoi on fait les Sauternes? Parce qu'il y a tellement de brouillard à l'automne, hein, dans la petite vallée du Ciron, que le botrytis, il s'y met à chaque fois, et il a fallu le génie d'un Lursalus pour comprendre que le botrytis, si on l'attend très 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 longtemps, il concentre, il vit de l'eau qui est dans la grappe de raisin, il concentre les sucres, et on fait des vins merveilleux. Mais on découvre ça fin 17e, début 18e. Avant, c'est très dur de faire du bon vin dans cette région du sud du Bordelais, à cause du climat, qui est beaucoup trop humide. Et on voit bien, grâce à ce marché anglais, qui devient de plus en plus exigeant. L'Angleterre, à la fin du Moyen-Âge, ne peut plus produire de vin au moment du refroidissement du climat, du début du petit âge glaciaire. L'Angleterre ne peut plus cultiver la vigne et faire du vin. Mais les Anglais ont le goût du vin. Et puis c'est des chrétiens, ils ont besoin de vin, et la bourgeoisie anglaise veut du vin. Donc ils l'achètent dans le sud. D'où la naissance de vignobles de très grande qualité à Porto, en Andalousie avec le sherry, ou Jerez, autour de Jerez, le vin de Madère, le vin de Malaga, tout ça c'est des vins anglais, des vignobles anglais qui ont été créés pour les Anglais, et ils ont eu l'idée, à partir du moment où on a maîtrisé la distillation, c'est-à-dire XVIIe siècle, vraiment la maîtrise, de ajouter de l'alcool dans ces vins pour qu'ils se transportent mieux, puisque à l'époque on ne sait pas utiliser le soufre, donc les vins sont fragiles. Et même quand ils sont assez forts en alcool. Donc si vous ajoutez dans un vin qui fait 13 degrés, par exemple, naturel, si vous ajoutez 6-7 degrés d'alcool pur, ça vous fait du Porto, et il est sucré parce que vous arrêtez la fermentation avant la fin. Donc c'est comme ça que sont nés ces vins pour le transport en sécurité vers l'Angleterre. Et les marchands viennent s'implanter à Bordeaux, parce qu'on a le quartier des Chartrons, c'est 17e, 18e siècle, vous avez ces magnifiques hôtels particuliers sur le quai des Chartrons, avec des chais derrière. Donc ce sont des Anglais, on voit encore leur nom sur certaines plaques, hein, c'est toutes les vieilles familles bordelaises qui ont des noms anglais, les Lauton, les Barton, etc. Vous en avez plein, ou hollandaises, ou allemandes, les Malherbès. M. Malherbès, ex-propriétaire de Palmer, vient de mourir. C'est des vieilles familles venues d'Europe du Nord, implantées à Bordeaux, devenues françaises depuis 3 siècles, mais qui ont conservé leur tradition d'Europe du Nord, c'est les familles protestantes en général, et ces gens-là ont un coup de génie au fin 17e, début 18e. Ils s'aperçoivent, alors il y a des tâtonnements, tout ça est raconté dans la thèse de Pijassou sur le Médoc, ils s'aperçoivent que les terres du Médoc, au-dessus, sur les croupes du Médoc, au-dessus de la Gironde, à 30 mètres, 50 mètres au-dessus de la Gironde, qui sont les terres très caillouteuses, permettent à la vigne de donner de bien meilleurs raisins et de bien meilleurs vins. Mais pour ça, il faut drainer, pour ça, il faut mettre en valeur ces terres sur lesquelles, on oublie ça, mais quand on est à Château-Mouton-Rothschild ou à Château-Lafitte-Rothschild ou à Bechevel, on oublie que c'était de la terre à moutons avant, parce que c'est des sols très très maigres, très pauvres, parfois avec des lentilles d'argile, avec de l'eau qui stagne, ce qui n'est pas terrible. Donc ils inventent une nouvelle viticulture en drainant ces lentilles argileuses, et en plantant un cépage qui va faire merveille sur ces terres pauvres, qui est le Cabernet Sauvignon, mais qui donne des vins très austères. Et c'est là où on tombe sur une autre différence de la géographie viticole française. Le Pinot donne des vins joyeux et sensuels, mais c'est l'esprit bourguignon. Mais c'est parce que c'est l'esprit bourguignon, profondément ancré dans un catholicisme un peu rabelaisien, si je puis dire, que le Pinot a eu tant de succès, parce que ça donne des vins sensuels. Et ici, où on fabrique des vins, propriétaires venus d'Europe du Nord, calvinistes, qui approvisionnent les grandes familles bourgeoises de l'Europe du Nord, le Cabernet Sauvignon, c'est bien mieux que le Merlot. Le Merlot, c'est des vins qui ont de la cuisse, les Merlots, qui sont des vins ronds, sensuels, beaucoup plus faciles à boire que les Cabernet Sauvignon. Et donc, le choix du Cabernet Sauvignon est un choix purement culturel,
et non pas lié à un terrain particulier. Mais il est vrai que le Cabernet Sauvignon donne des résultats merveilleux à partir du moment où on sait l'apprivoiser, le caresser dans le sens du poil. Mais le Cabernet Sauvignon, c'est comme un tigre en furie pour arriver à faire du vin buvable. Et d'ailleurs, on découvre aussi que ce vin ne devient vraiment merveilleux, et il peut être absolument merveilleux, que lorsqu'il a plusieurs années de vieillissement. Mais pourquoi est-ce qu'on a fait vieillir les vins? Parce que, imaginez-vous, mettez-vous dans la peau d'un bourgeois de Londres qui aime le vin, qui a une cave, donc qui offre à ses amis le vin qu'il a dans sa cave, qui vient du Claret, qui vient de Bordeaux, mais aussi du Porto, etc. Il achète une barrique. Quand vous achetez une barrique, c'est donc 225 litres à Bordeaux. Vous la mettez en perce pour servir les abbayes, vous êtes 15 à table, vous mettez en perce votre barrique et vous servez le vin. Donc même si chacun boit 1 litre, ça fait jamais que 10 litres ou 15 litres. Qu'est-ce que vous faites du reste? Ça devient du vinaigre en 3 jours, surtout si c'est en été, très très rapidement. Donc ils inventent un triple système absolument génial, qui est la bouteille de verre épais, soufflé à la bouche, et du verre qui est chauffé au charbon, donc qui donne un verre noir très épais et solide. Le bouchon qu'il découvre au Portugal, c'est vous savez, qu'on appelle cork en anglais. Cork, ça vient de Quercus, c'est le Quercus Suber, le chêne liège du Portugal. Il découvre que l'écorce de ce matériau, ça bouge très très bien les bouteilles, à condition qu'on ait un goulot bien cylindrique. Et il découvre, grâce aux Hollandais, un produit dont on n'avait jamais pensé qu'il serait utile pour le vin, qui est le soufre. Et donc on fait brûler du soufre dans les barriques, ça s'appelle Dutch Match. C'est l'allumette hollandaise. On allume une mèche de soufre dans les barriques, on désinfecte complètement les barriques. Après, on mettra même un tout petit peu de soufre dans le vin lui-même, mais pas beaucoup, sinon ça donne mal à la tête et c'est pas bon. Mais un tout petit peu, ça protège merveilleusement bien. Donc à ce moment-là, vous achetez une barrique, vous achetez 300 bouteilles, vous mettez votre vin en bouteille et vous buvez, premier soir, 10 bouteilles, et puis vous vous en gardez, vous les faites vieillir, et vous vous apercevez qu'au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, là, le vin s'améliore et devient absolument merveilleux. Les tanins, qui sont très agressifs au départ, parce qu'on n'égrappe pas les raisins, s'assouplissent, et le vin devient une pure merveille. Et ça, c'est vraiment une découverte anglaise. Alors, ils achètent aussi, au même moment, du vin épouvantable, qui est du vin blanc qui a le goût de jus de citron, tellement il est acide, tellement les raisins mûrissent mal, au XVIIe siècle, qui vient de Champagne. Vin de Champagne qui descend la Seine, qui s'embarque à Rouen et qui est vendu en Angleterre. Mais le vin de Champagne, je ne sais pas si vous avez déjà bu du vin de Champagne non champagnisé, c'est souvent très 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 acide. Il faut beaucoup d'acidité. Ils ont du mal d'ailleurs aujourd'hui avec le réchauffement du climat à garder suffisamment d'acidité. Donc les Anglais n'aiment pas ces vins beaucoup trop verts. Et donc ils ont l'idée de mettre ce vin dans des bouteilles, d'ajouter du sucre de canne qui vient des Antilles où ils ont leurs esclaves qui leur fabriquent du sucre de canne, mettre ça dans la bouteille, et puis mettre un bon bouchon, et ça se remet à fermenter. Le sucre se transforme en alcool, et ça fait des bulles, et donc ils inventent le champagne. C'est pas du tout Dom Pérignon, qui lui n'a jamais bu une goutte de champagne mousseux. Louis XIV n'a jamais bu une goutte de champagne mousseux. C'est une invention du marché de consommation. Donc l'idée majeure de Roger Dion, qui mériterait d'en parler, oui, le sujet est tellement vaste qu'on peut en parler des heures et des heures, c'est que quand vous avez un marché de consommation, eh bien, vous faites tout pour faire plaisir à ce marché de consommation. Et donc quand les Champenois vont s'apercevoir que les Anglais ont trouvé un moyen de faire un vin qui a du succès, qui se vend très très bien en Angleterre, eh bien, ils vont faire la même chose chez eux. Et à partir de la Régence, la loi change. En France, on n'a pas le droit de mettre le vin en bouteille. Parce qu'on a peur de fraude sur la contenance de la bouteille. Donc il y a sous Louis XV, au début du règne de Louis XV, 1735, il y a un arrêté royal qui autorise la mise en bouteille à condition que les bouteilles fassent exactement une pinte de Paris. Donc les verriers se mettent à fabriquer les bouteilles et à perfectionner leur technique verrière pour que le contenant soit exactement de 93 centilitres. Ce qui est très dur, hein, parce qu'en soufflant à la bouche, pour avoir une contenance exacte, c'est très dur. Et ils achètent des bouchons au Portugal et ils font le vin chez eux, le champagne mousseux chez eux, et ils découvrent que leurs carrières souterraines, qui sont abandonnées souvent depuis très longtemps, c'est vraiment pratique pour garder le vin et pour organiser la champagnisation, c'est-à-dire la prise de mousse. Et donc ils utilisent les fameuses crayères, et tout ça vient d'Angleterre. Alors les Anglais arrêtent de faire du champagne, ils en achètent, c'est toujours l'un des premiers marchés du champagne, parce qu'ils en ont pris le goût au XVIIe siècle. Il y a toute une littérature sur le champagne. Et à partir du règne de Louis XV, ça devient
le vin à la mode des Français. Vous connaissez les deux tableaux que Louis XV commande pour ses petits appartements et qui sont au château de Chantilly, qui sont le déjeuner d'huîtres de Jean-François de Troyes et le déjeuner de jambon, le déjeuner de jambon de Lancret. Et ces deux tableaux, l'un pour l'hiver, l'autre pour l'été, dans les petits appartements du roi, sont des hymnes à la gloire du champagne, où tout le monde rit, c'est la joie de vivre. Vous savez que Louis XV était neurasthénique et le champagne le rendait joyeux. Et quelques jolies femmes avec, ça y était aussi. Et donc le champagne est devenu la boisson de la joie, de la victoire, du plaisir. Et il est vrai d'ailleurs que quand vous buvez du champagne, grâce au gaz carbonique, l'alcool du vin rentre plus facilement dans votre système sanguin et donc vous devenez euphorique beaucoup plus rapidement qu'avec un vin plat. Ça, c'est une chose qui est très, très bien connue en physiologie. Donc le champagne euphorise plus vite. C'est pourquoi aussi on l'utilise quand on a besoin de se remonter le moral. Le champagne, c'est très, très, très bien. Voilà, et tous les autres vignobles s'expliquent comme ça, même si on prend les derniers. La Provence, vignoble, la Provence n'a jamais fait de grand vin dans le passé. Mais il se trouve qu'à partir du lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de l'automobile, etc., la Provence devient la Riviera des Français et des Européens du Nord qui viennent passer leurs vacances, donc Six Samson, et ça va avec Rosé de Provence, et donc on plante, c'est Brigitte Bardot, on fait des bouteilles en forme de Brigitte Bardot, vous le savez, Rosé de Provence, c'est l'origine du succès du vignoble de Provence. Et aujourd'hui, enfin, on commence à faire des grands vins en Provence, mais pendant très longtemps, si, il y a de très grands vins en Provence. Aujourd'hui, goûtez à Bandol, vous avez des vins magnifiques, même en Côte de Provence, vous avez des très grands domaines, vous goûtez les vins de Hoth, ou les châteaux Minuti, etc., ou château Simone près d'Aix-en-Provence, donc ça c'est des vins prodigieux, grâce au tourisme. Grâce au tourisme. Et la dernière région à s'orienter vers la qualité, parce qu'il n'y a plus de marché pour le vin ordinaire, pour le jaja, c'est le Languedoc. Donc du coup, les Languedociens se disent, mais après tout, ce qu'ont fait les Espagnols, ce qu'ont fait les Provençaux, ce qu'ont fait les Italiens, avec la Rioja, avec le Barolo en Italie, etc., c'est-à-dire d'arriver à faire des grands vins qui se vendent cher, on peut faire pareil, mais on ne va pas faire ça dans la plaine, où la vigne a les pieds dans l'eau. C'est pas en Camargue, avec le vin de sable de l'Istel, dans ce terroir, qu'on peut faire des très grands vins. Donc tout ça s'arrache ou se maintient pour faire des vins simples pour l'export, mais surtout, on plante sur les coteaux. Et là, aujourd'hui, vous avez dans les Pics Saint-Loup, dans les terrasses du Larzac, vous avez des vins splendides. Et à côté de ça, vous avez des belles au bois dormant, c'est-à-dire des vignobles qui pourraient donner des grands vins, mais qui n'attendent que d'être réveillés par des grands vignerons et par des clients passionnés par le vin. Un bon exemple, c'est le Mâconnais. Mâconnais, terroir splendide, du point de vue physique. On ne peut pas faire mieux que le Mâconnais pour le Chardonnay. Le Chardonnay est né dans cette région du Mâconnais, le cépage Chardonnay. Et pourtant, on fait des vins à 5 € qui sont des petits vins pour la soif, pour les comptoirs du matin. C'est pas bien. Alors qu'il y a des terroirs magnifiques. Et la preuve, c'est que vous avez aujourd'hui 2-3 vignerons, dont un qui est le plus célèbre aujourd'hui du Mâconnais, qui vend des bouteilles à 50 €, 100 €, qui s'appelle Guffins, qui vient de Belgique, c'est-à-dire de l'étranger, avec des idées neuves, et qui dit, mais il n'y a aucune raison de ne pas faire des grands vins. Donc il a investi, et il a dit, même si je n'ai pas le marché au début, je l'aurai. Et donc il a essayé de faire des grands vins, et il les fait, aujourd'hui, des vins splendides, et heureusement, il commence à être imité. Mais parce que lui, tout de suite, a pensé, j'améliore la qualité de mon vin, et en même temps, je crée un réseau commercial qui me permet de vendre le vin à ce prix. Et aujourd'hui, c'est ça, quand vous vendez votre vin, alors soit ça correspond à quelque chose de très profondément qualitatif, et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Soit vous commencez par faire du bluff, et vous dites, comme un certain viticulteur du Languedoc, Château d'Aumas-Gassac, qui disait dans les années 80, je fais le vin le plus cher du Languedoc, donc je fais le meilleur du monde. Parce que je le vends cher. Et il a fait une campagne commerciale autour de ça absolument fabuleuse. Bon, c'est bon aujourd'hui chez Aumas-Gassac, mais les prix ont beaucoup baissé parce qu'au départ, ils vendaient, dans les années 80, c'était 100 francs la bouteille, alors que les vins du Languedoc étaient à 5 francs. Donc il fallait le faire quand même. Mais l'augmentation de prix, j'ai eu un grand débat il y a je termine par là parce qu'il est déjà très tard, un grand débat avec les viticulteurs alsaciens il y a 2 semaines, au château de Kinsheim, qui est le siège de la confrérie Saint-Étienne, et ils étaient tous en pleurs parce que le vin d'Alsace ne se vend pas bien. Vous avez aujourd'hui des grands crus à 8 € en supermarché, qui sont les grands crus, vous savez, c'est les meilleurs coteaux d'Alsace, il y a 51 grands crus. Et quand un grand cru
à 8 euros, vous êtes obligé de faire pisser la vigne, d'avoir des gros rendements, et vous ne faites pas du très grand vin, même si le coteau est magnifique. Et donc j'entendais ce discours de vignerons alsaciens que j'ai violemment combattu. C'est pas possible, on devrait tous s'entendre pour ne rien vendre en dessous de 15 euros. J'ai dit, mais vous marchez sur la tête, personne ne vous achètera du vin à 15 euros. D'abord améliorer la qualité, et en même temps, essayer de convaincre, de créer le désir des vins d'Alsace. Vous avez un marché qui est le marché asiatique, où les gens préfèrent le vin rouge parce que le rouge et la couleur porte bonheur. Mais avec la cuisine chinoise, avec la cuisine thaïlandaise, avec le poisson cru japonais, le sushi, avec la cuisine coréenne, le vin blanc va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Allez-y. Essayez de convaincre le marché asiatique qu'avec le vin blanc, ils ont des accords mévins, des accords gastronomiques qui sont tout à fait passionnants, mais pour ça, il faut que vous imitiez le paquet. Mais si vous commencez par augmenter le prix sans toucher à la qualité, ça va être encore pire, votre situation sera encore plus dramatique. Et ça, c'est un discours qui passe très mal. Je me suis fait mal voir pour avoir osé dire ça, qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs en augmentant les prix si on n'a pas augmenté la qualité. Et même si on augmente la qualité en augmentant les prix, mais qu'on ne réussit pas à convaincre le client que c'est un bon vin, moi, un de mes amis, je vous prends un dernier exemple, puis j'arrête, hein. Un de mes amis, qui est viticulteur en Sologne, je peux donner son nom, il est bien connu, c'est Henri Marionnet. Peut-être certains d'entre vous connaissent son vin, qui fait le meilleur gamay du monde. Mais il fait aussi des grands sauvignons, il fait du romorantin, il fait des très bons vins, qu'il vend à des prix relativement abordables. Vous avez chez Monoprix, par exemple, au rayon vin, vous avez toujours la cuvée de base, la cuvée d'entrée. Pour 7-8 euros, vous avez un magnifique sauvignon de Loire, splendide. Et donc il vit très 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 bien sur cette exploitation qui est dans un terroir improbable, la Sologne. C'est lui qui a planté des vignes à Chambord il y a 2 ans, hein, qui va faire le vin de Chambord. C'est pas, a priori, on ne pense pas que la Sologne est un bon terroir pour la vigne. Et lui a dépensé des trésors d'imagination pour faire le meilleur vin possible, et en même temps qu'il améliorait, son père faisait des hybrides, qu'il vendait en Allemagne pour faire des mousseux, des sectes, vous savez, les fameux mousseux allemands qui donnent mal au crâne. Lui s'est mis à faire des vrais bons vins, et en même temps, donc il travaillait avec sa famille, ses enfants, etc. En même temps, il passait sa vie en voiture à aller dans tous les bistrots parisiens et de toutes les villes de France, lui-même, avec ses échantillons, pour dire, dites donc, goûtez mon vin, vous allez voir, et je vous le vends tant, etc. Il s'est fait son réseau de clients lui-même. Et ça a magnifiquement marché. Mais il a fait la démarche d'amélioration de la qualité, et donc du prix, d'augmentation du prix, en même temps qu'il avait une démarche commerciale. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Il faut vendre, sinon on ne peut pas faire un produit de qualité. Regardez, quand en géographie, on étudie la localisation des commerces. Toujours en géographie économique, je donnais toujours l'exemple où on pense que, bon, par exemple, les boulangers, produits bon marché, il faut qu'ils soient répartis, comme les pharmacies, de manière à peu près égale dans le territoire. Vous pouvez pas mettre 10 boulangeries les unes à côté des autres. Mais quand vous êtes dans le luxe, il vaut mieux être les uns à côté des autres. Exemple, Place Vendôme. Vous avez 25 bijoutiers les uns à côté des autres, et ils ne sont pas concurrence. Au contraire, tout le monde, tous ceux qui ont les moyens d'acheter des bijoux de prix, savent que Place Vendôme, ils auront chaussures à leurs pieds, ou colliers de perles à leur cou. Parce que tout le monde sait que c'est là, le luxe. Quand vous avez 2 ou 3 vignerons de très grande qualité qui font quelque chose de bien dans une région, les autres ont intérêt à regarder comment ils ont réussi, à les imiter, et à ce moment-là, tout le monde va bénéficier. C'est exactement ce qui s'est passé en Bourgogne, où on voit bien aujourd'hui des petits vignerons qui faisaient des vins médiocres, qui se sont mis à regarder dans la cuve du voisin, et à faire la même chose, et à essayer d'améliorer la qualité. Aujourd'hui, il y a de bien meilleurs vins en Bourgogne qu'il n'y en avait il y a 30 ans, ou 40 ans. Mais il y a encore beaucoup de progrès à faire, hein. Alors, il y a les très grands vignerons devenus inaccessibles, et ça c'est quand même incroyable de voir ça. Vous avez les vignerons aujourd'hui qui n'ouvrent plus leurs portes, qui ne reçoivent personne, qui n'ont rien à vendre, parce que tout est vendu à l'avance. Avant même la récolte, c'est vendu, ils vendent sur allocation. Donc si vous êtes sur la liste au bon endroit, vous avez le droit à 6 bouteilles par an. Et à ce moment-là, vous ne discutez pas le prix. Et surtout, par exemple à la Romanée Conti, vous ne les revendez pas pour faire de la spéculation chez Christie's ou chez Sotheby's, parce qu'une bouteille de Romanée Conti de 20 ans, elle se vend 20 fois plus, 30 fois plus. Mais elles sont toutes numérotées, et si les propriétaires apprennent qu'un client de la liste des allocataires a revendu du vin pour faire de la spéculation, ou un restaurant, parce qu'il y a des restaurants qui sont sur la liste, on les raye de la liste. Ils ne peuvent plus acheter de vin l'année suivante. Donc on en est arrivé à ça, c'est-à-dire la rareté qui est réelle. Ce n'est pas une rareté feinte,
C'est pas une invention, c'est rare, donc je peux vendre cher. Non, c'est que vraiment, il y a une demande mondiale sur les Grands Bourgognes. Il suffit d'aller chez les cavistes à Shanghai, à Tokyo, à Osaka, à Séoul. Vous avez tous les plus grands Bourgognes qui sont là. Plus facile à trouver même qu'à Paris. Les prix d'ailleurs pas si exagérés que ça, mais parce qu'il y a une folie sur ces vins de qualité. Donc c'est le marché qui fait la qualité du vin. Voilà, donc ça c'est les quelques clés pour comprendre. On pourrait parler de beaucoup d'autres vignobles, j'ai été trop bavard, mais voilà un peu. Donc je m'estime très modestement héritier de Roger Dion qui a tout compris. Et cette idée-là, vous pouvez l'appliquer à l'ensemble de la production agricole, à l'ensemble de la production industrielle, à l'ensemble des services dans le monde entier. Il faut créer le désir, sinon c'est pas la peine de produire. Même, on voit bien, si c'est l'État qui le fait comme en URSS, ça donne pas de très bons résultats. Donc en économie libérale, il faut trouver un marché, et donc il faut séduire pour ça. Et donc pour séduire, il faut être dans la qualité, et dans le bon rapport qualité-prix. Merci de votre attention.